Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pensée profonde holistique. Alors aujourd'hui, on va parler de trois grands paradigmes qui sont sans aucun doute les plus importants de notre humanité. C'est la tradition, la modernité et la postmodernité. Alors premièrement, je vous propose une définition très succincte de chacun de ces paradigmes. Ensuite, on va essayer de voir quels sont ces éléments clés. Et ce qui est le plus important pour moi dans cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on est passé d'un paradigme à un autre. Alors il est évident que le passage d'un paradigme à un autre ne se fait pas en un jour. Il ne s'agit pas ici d'une rupture brutale, d'un changement immédiat, mais c'est un changement qui est plutôt progressif, qui prend des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Et il faut savoir que le passage de la tradition vers la modernité est un passage qui a duré plusieurs siècles et qui a vu les deux paradigmes se superposer, coexister, se chevaucher pendant plusieurs dizaines d'années, voire pendant plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, c'est la modernité qui a vaincu et c'est elle qui est hégémonique. Alors, les auteurs sur lesquels je vais m'appuyer pour développer ma pensée aujourd'hui, il y en a plusieurs. Les deux auteurs principaux qui ont abordé ce sujet de modernité et de postmodernité décadente sont Gilles Lipovetsky, dans son livre L'hypermodernité. Il y a également Jean-François Lyotard dans La condition postmoderne. Il y a également tous les travaux de synthèse de Rachid Achachi qui sont extrêmement pertinents. Et il y a évidemment Zygmunt Bauman dans son livre La modernité liquide, je crois. Alors, sans plus attendre, commençons de manière chronologique. Abordons d'abord la tradition. Alors, la tradition, au niveau étymologique, nous renvoie au latin tradere, traditio, qui veut dire passer à travers, transmettre à travers. À partir de là, on comprend que la tradition repose sur une espèce de transmission du sacré, de transmission de révélations, de transmission d'informations pour être profane, et on est dans une espèce de logique initiatique dans laquelle chaque sujet va transmettre à son prochain un enseignement, une révélation, etc., etc. Il est également aussi important de comprendre que la tradition part d'un présupposé qui est qu'il y avait un âge d'or, un âge béni, et plus on avance dans le temps, plus les mœurs, la moralité, la condition humaine au sens spirituel dégénèrent. On le voit non seulement dans les grandes religions monothéistes, donc par exemple si on prend le cas du christianisme, on avait l'époque bénie de Jésus et de ses apôtres, plus on avance dans le temps, plus on dégénère au niveau spirituel. La même chose dans l'islam. On avait l'âge béni du prophète et de ses compagnons. Plus on avance dans le temps, plus on s'éloigne de la révélation et cette espèce de pureté religieuse s'estompe avec le temps. On le voit également dans certaines spiritualités comme l'hindouisme avec le Kali Yuga où on avait un âge d'or et plus on avance, plus on dégénère, plus on s'éloigne de cet âge d'or, même s'il y a un caractère un peu plus cyclique dans le Kali Yuga. Donc si on résume, la tradition part d'un présupposé qui est que plus on avance dans le temps, plus on dégénère, plus on s'éloigne d'une certaine pureté, d'une certaine spiritualité. C'est pour cela qu'on comprend qu'une fois cette dégénérescence arrivée à son terme ou quasiment à son terme, il y aura, notamment dans les religions monothéistes, ce qu'on appelle l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation finale dans laquelle soit un prophète, soit un ange ou autre, ça dépend un peu les spiritualités, reviendra sur terre, selon la résurrection par exemple, et mettra fin à cette ère de décadence. Mais ça, c'est plutôt une parenthèse. Alors, à partir de là, on peut essayer de voir quels sont les éléments caractéristiques de la tradition. Ce que je vous propose, c'est de voir dans différents domaines de la vie quels étaient les éléments les plus importants qui caractérisaient la tradition. Alors, tout d'abord, au niveau idéologique, il faut savoir que la tradition est caractérisée par la prépondérance du sacré par rapport au profane. C'est-à-dire que le sacré était beaucoup, beaucoup plus important que le profane et il y avait globalement du sacré partout. Ensuite, le religieux est plus important également que le profane. Ça veut dire que dans quasiment toutes les dimensions, toutes les sphères de la société, le religieux et le sacré étaient omniprésents. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde était croyant. Il y avait de l'hypocrisie, bien évidemment, il y avait des gens qui étaient athées, qui se cachaient, mais de manière, je dirais, visible et officielle, ce qui structurait la société, c'était d'abord la religion et il y avait une espèce de verticalité religieuse. Ensuite, dans le domaine scientifique, la science existait, il y avait des démarches empiriques, des démarches d'observation, etc. Mais
ce qui était caractéristique, c'était qu'il y avait une part de mystère, une part qui était inatteignable par la science et qui était acceptée comme telle. C'était une part qui était laissée au divin et au mystère, qu'on ne pouvait pas expliquer par la science. Alors au niveau social, il y avait la prépondérance du collectif au détriment de l'individuel, c'est-à-dire que les mariages étaient d'abord des mariages au service du collectif. Le travail était d'abord un travail au service du collectif plutôt qu'un travail de jouissance personnelle. On le voit également à travers la tripartite de Dumézil. Il y avait l'oratores, donc celui qui devait apporter la bonne parole, qui devait prêcher, c'était le religieux. Il y avait le laboratores, qui était l'agriculteur, le travailleur, le paysan, qui devait nourrir la collectivité. Et il y avait le bellatores, qui était le guerrier, qui devait défendre la collectivité. Peu importe où l'on se positionne parmi ces trois personnages, on comprend que dans tous les cas, c'est d'abord le collectif qui est mis au second plan. Ensuite, au niveau juridique, les frontières, par exemple, étaient des frontières qui étaient plutôt organiques. Ça veut dire que des territoires, des pays étaient séparés par des frontières qui étaient mouvantes, qui pouvaient bouger en fonction des allégeances, en fonction des mariages d'une princesse avec un prince, etc. De même, si on prend au niveau de la royauté, on avait le roi qui, quand il entrait dans l'église, se prosternait devant la figure du Christ. Et donc, le véritable roi de la population, c'était pas vraiment le roi effectif, mais c'était plutôt le Christ, et le roi effectif n'était en réalité que son lieutenant terrestre. De même, on pouvait voir un roi excommunié par la papauté, c'est-à-dire qu'il était sorti de la communauté des chrétiens et, sauf rédemption de sa part, il était condamné à l'éternité en enfer. Et donc, évidemment, les croyants ne le suivraient plus puisqu'il n'est plus légitime pour incarner le christianisme, et de fait, il n'est plus légitime pour être roi. Et donc, à travers ces différents éléments, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la tradition est caractérisée par un certain nombre de fonctionnements qui touchent différents pans de la société. Donc, comme je l'ai dit, le collectif, le sacré qui est plus important, la religion qui est omniprésente, on favorise le collectif au détriment de l'individuel. Au niveau juridique, il y avait un fonctionnement de la royauté. Le roi était légitime non seulement parce qu'il était roi, mais également parce que il était décidé ainsi au niveau divin. Il y avait une espèce de hiérarchie divine et il était validé, aboudé par le pape. Alors, il y aurait évidemment toute une autre série d'éléments qui seraient importants ici à citer, mais comme vous comprenez que je tiens à faire un format assez court, je ne vais pas tous les citer. Je vais vraiment me contenter de citer ces éléments-là. Alors, après la tradition, évidemment, vous l'aurez tous deviné, la modernité va s'installer. Encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas d'un changement de paradigme brutal qui s'est fait en un jour, mais il s'agit d'abord d'une juxtaposition de ces deux paradigmes qui ont peu ou prou coexisté pendant plusieurs dizaines, peut-être pendant plusieurs centaines d'années. Et dans certains pays, ils coexistent toujours, maladroitement, et ça relève plus du bricolage, mais ça coexiste, et il ne s'agit pas d'un remplacement immédiat, ça a été plutôt un processus de changement qui a été sur le très très long terme et qui s'est fait progressivement. Je vous propose donc d'adopter exactement la même méthodologie pour la modernité. Alors premièrement, on va essayer de revenir à l'étymologie de modernité pour comprendre les oppositions par rapport à la tradition. Puisque, comme je l'ai expliqué, la tradition va mettre en avant et est constituée de toute une série d'éléments avec lesquels la modernité va entrer en rupture. Et donc, au niveau étymologique, modernité, c'est la même racine que mode, qui nous vient du latin modus, qui veut dire ce qui est actuel, ce qui est récent. Et juste en disant cela, on comprend que la modernité a un attachement particulier à ce qui est récent, à ce qui est actuel. Par exemple, Rachid Achachi explique que l'autre nom de la modernité, ça aurait pu être le récentisme, c'est-à-dire l'adoration de ce qui est récent. Avant de vous expliquer les facteurs, les éléments constitutifs de cette modernité et en quoi ils vont venir être en rupture avec la tradition, il est important de revenir au mythe fondateur de la modernité. Alors, aussi bizarre que cela puisse être, le mythe fondateur de la modernité, pour moi, c'est le mythe de Prométhée. Pour rappel, Prométhée était un titan de la première génération qui vivait avec les autres dieux, et il y avait une espèce d'humanité qui vivait dans une espèce d'Éden, dans une espèce de paradis dans lequel il tombait pas malade, il y avait les fruits qui poussaient dans les arbres, il ne mourait pas, il n'avait pas faim, etc. Et par pitié pour l'humanité, parce que même s'il ne tombait pas malade, il ne mourait pas, il vivait dans l'ignorance. Prométhée a eu pitié de l'humanité et il a volé le feu sacré des dieux pour le donner aux humains.
Et du coup, Zeus, en apprenant cela, foudrage, a puni d'un côté Prométhée. Je pense que dans la mythologie, il était attaché au sommet d'une montagne et il y avait un corbeau qui venait manger son foie tous les jours ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, il a puni les humains. Comment est-ce qu'il a puni les humains? Alors tout d'abord en créant la femme, c'est dans la mythologie, c'est pas moi. Et cette femme, il va l'appeler Pandora, c'est-à-dire celle qui a tous les attributs. Pandora. Et il va donner avec cette femme une jarre qu'on appelle la jarre de Pandore, dans laquelle il y a tous les maux MAUX de l'humanité. Et il va dire à l'homme, écoute, je vais te donner la plus belle femme, je vais te donner avec elle une jarre, mais tu ne dois surtout pas l'ouvrir. Et évidemment, stéréotype de la curiosité féminine, Pandora n'a pas pu résister et ouvra quand même la jarre. Et quand elle a ouvert la jarre, tous les maux de l'humanité sont sortis et en dernier, l'espoir. Et donc, ce mythe est extrêmement important parce qu'il est selon moi fondateur de l'idéologie moderne, parce que si on fait la juxtaposition, le parallèle, Prométhée, chez les Gréco-Romains, chez les Romains ou les Grecs, pour simplifier, dans l'Antiquité, c'est une figure qui fait le bien, qui sauve l'humanité en leur apportant la connaissance. Par contre, le parallèle dans les religions monothéistes, c'est le diable, c'est-à-dire celui qui défie le divin. Et à partir de là, on comprend que une première rupture se crée entre la tradition et la modernité, c'est que la recherche coûte que coûte de la connaissance est un paradigme moderne, alors que la tradition est plutôt dans une retenue, il y a des choses dans lesquelles on ne va pas. Et sachant cela, on comprend déjà que les prémices de la modernité sont en réalité les successions de ruptures. Ça veut dire que la modernité est une idéologie qui va répéter la rupture de la dernière rupture. Et à chaque fois qu'elle arrivera à une innovation, à un progrès, elle va essayer de le dépasser par une autre rupture. Cette rupture elle-même sera dépassée par une autre rupture, et ainsi de suite. C'est donc une succession de ruptures qui n'a pas d'achèvement, qui ne s'arrête jamais. Et donc, comprenant cela, on voit que, premièrement, la modernité va s'opposer à la tradition en créant des ruptures avec les valeurs qui ont été promues dans la tradition. Par exemple, la modernité va abolir le sacré au profit du profane. On le voit dans l'art, quand on regarde par exemple certaines peintures du XIVe, XVe siècle, on voit que le divin n'est plus représenté comme une entité abstraite, mais il est représenté à l'échelle humaine. Ça veut dire qu'on désacralise le divin, la divinité, la spiritualité. On le voit également au niveau de la rationalité. Ça veut dire que ce qui prime, ce n'est plus le mystère, ce n'est plus cette phase un petit peu transcendante, mais c'est plutôt ce qui est immanent. Donc ce qui prime, ce n'est plus le sacré, mais plutôt le profane. On le voit également au niveau du centre, du cœur atomique des préoccupations. La tradition avait mis en avant le sacré, le cosmos pour être plus large, Dieu avec un grand D au centre de la question sociale. Par contre, la tradition, ça c'était ce que la tradition mettait en avant, la modernité va plutôt mettre en avant la personne comme étant au centre du sujet. Et on le voit également dans certaines peintures de la Renaissance. Au XVe, XIVe, plus ou moins, XVe, XVIe siècle, on voit que dans toutes les peintures, Dieu est représenté à l'échelle humaine et il est personnifié. Il est dessiné comme un homme barbu avec des muscles, etc. On le voit également dans les sculptures. L'homme est dessiné avec un grand corps musclé à l'image des dieux grecs, etc. Et à partir de là, si je m'appuie sur les travaux de Gilbert Durand et sur l'imaginaire, il y avait plusieurs régimes de liens avec la transcendance. Il y avait ce qu'on appelait le régime diurne et le régime nocturne. Pour rappel, le régime nocturne, c'est un régime dans lequel l'imaginaire de l'individu va être un imaginaire où il va épouser la mort. C'est-à-dire qu'il accepte la mort, il l'accepte comme étant quelque chose d'inéluctable et il va essayer de la respecter, de l'attendre, de l'épouser et de continuer à exister avec parce qu'il sait qu'après c'est l'éternité qui est là. Alors que le régime diurne est différent selon Gilbert Durand. Le régime diurne, c'est celui qui est mis en avant dans toutes les mythologies gréco-romaines, c'est-à-dire la volonté de tuer la mort, la volonté de s'opposer au Dieu, de s'opposer au divin, de s'opposer à la mort dans une logique de révolte, de quête, de conquête, etc. Et en fait, la modernité va abolir le régime nocturne au profit d'un régime qui est plutôt diurne. Et là, ça va de nouveau changer les mentalités. Ensuite, on pourrait continuer en disant que la modernité va plutôt promouvoir un certain côté rationnel
scientifique pour être plus neutre, au détriment d'un caractère plus religieux. La science elle-même va être omniprésente et n'acceptera plus de part de mystère. C'est-à-dire que ce qui avant, dans la tradition, était expliqué comme quelque chose de mystérieux, intouchable, que la science ne pourrait jamais toucher, n'est plus accepté dans la modernité et on va essayer de dire que la science est capable de tout expliquer, tout est mécaniciste, on le voit avec Newton, etc., etc. De même, on va avoir une destruction du collectif au profit de l'individuel. C'est la personne qui va être mise au cœur de l'équation, au cœur du sujet. On le voit également à travers les frontières. Les frontières ne sont plus des frontières organiques, mais après le traité de Westphalie, vont devenir des frontières qui seront fixes. C'est-à-dire que chaque État aura des frontières fixes, immuables, qui ne bougent plus, peu importe les allégeances, et chaque État va devenir souverain. Donc on aura une logique un peu fixiste. En plus, ça a permis à beaucoup de hauts dirigeants de se détacher de la tutelle du pape. Et donc, ce n'est plus le religieux qui dicte la royauté, mais la royauté devient souveraine, indépendante. Et on le verra après avec toutes les théories sur la laïcité, la mise en place de la séparation de l'Église et de l'État. On voit qu'à ce niveau-là, la modernité vient détruire les paradigmes traditionnels. Et donc, de nouveau, je pourrais continuer comme ça à citer toute une série d'éléments avec lesquels la modernité va entrer en rupture par rapport à la tradition, mais je pense que j'ai donné suffisamment d'exemples et je pense que vous avez compris. Alors, à partir de là, on pourrait se dire, bah voilà, la modernité a déconstruit la plupart des grands éléments, la plupart des grands mythes fondateurs de la tradition. Elle est donc arrivée à son achèvement, elle est donc arrivée à son but final. Cela dit, là réside le problème. C'est que la modernité ne pourrait pas s'arrêter là. Une fois qu'elle va détruire son antériorité, qui est la plus lointaine, qui était liée à la tradition, elle ne pourrait plus s'arrêter, parce que sinon elle deviendrait elle-même tradition et on arriverait dans une espèce de fin de l'histoire à la Fukuyama. Or, si elle faisait ça, elle va tomber dans son propre piège parce qu'elle deviendrait tradition. Et donc, comme elle est incapable de s'arrêter là, parce que sinon elle ne serait plus modernité, elle va commencer à détruire ses propres fondements à elle. Et c'est là que commence la postmodernité. Pour ça, je vais vous donner quelques exemples. Alors, premier exemple, la tradition avait mis en avant le collectif au-dessus de tout. On voit que la modernité est venue se porter en rupture par rapport à ça et a mis en avant plutôt la personne. Mais aujourd'hui, avec toutes les théories woke et postmodernes, on voit que même la personne est déconstruite et on évacue toutes les dimensions sociales, même les dimensions biologiques sont évacuées pour ne plus garder qu'un seul individu, c'est-à-dire une espèce d'atome, d'entité qui est asexuée, qui erre comme ça et qui n'a plus aucun déterminant. Et donc pour moi aujourd'hui, on pourrait même plus parler d'individu, mais on pourrait parler carrément de dividu parce qu'on a nettoyé la personne de toutes ses strates sociales, de toutes ses strates affectives et même biologiques. On le voit avec les dérives wokistes. Ensuite, deuxième exemple, on voit que la tradition avait mis en avant le sacré. On a vu que la modernité est venue se porter en rupture et a plutôt mis en avant un discours de raison. Et on voit aujourd'hui qu'avec le wokisme, même le logos passe à la trappe. Parce que chez certains wokistes complètement dégénérés, on voit aujourd'hui que même le fait de discuter sur le terrain de la raison est vu comme persécutant. Et donc là, encore une fois, c'est la postmodernité qui se dévore elle-même, c'est-à-dire la modernité en réalité qui dévore ses propres concepts. On le voit également à travers la science. La tradition avait mis en avant une espèce de proto-science avec toute une marge qui était mystique, mystérieuse, cachée, inatteignable. La modernité est venue casser ce paradigme en disant non, la science est mécaniciste, elle peut approcher plein de choses, elle peut tout expliquer. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les théories postmodernes et on le voit aussi on le voit également avec Karl Popper. Aujourd'hui, la science ne dit même plus le vrai, mais elle dit le provisoirement vrai. Ça veut dire qu'une théorie scientifique, in fine, elle est fausse, mais tant qu'elle est corroborée par les faits, on va la garder. Et on sait qu'in fine, elle est fausse et elle va être remplacée par une autre théorie qui dit le vrai. Donc, la modernité qui prétendait dire le vrai à la place de la religion et du sacré, aujourd'hui se contredit, se détruit elle-même en disant qu'elle ne dit plus vraiment le vrai, mais elle dit juste ce qui est corroboré avec les faits. Donc on voit encore une fois que la modernité mange ses propres concepts. Je pourrais également citer l'exemple des frontières. La tradition avait mis en avant des frontières qui étaient plutôt organiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. La modernité va venir se mettre en rupture par rapport à ça et dire non, les frontières sont souveraines, elles sont fixes,
elle ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend qu'il y a un discours qui explique que non, les frontières, c'est pas bien, avec l'idéologie sans frontiériste, l'idéologie des migrants, citoyens du monde, l'idéologie sans frontières et tout ce qui s'ensuit. Donc encore une fois, la modernité dévore ses propres concepts. Je pourrais donner un dernier exemple qui est celui du féminisme. Par exemple, la condition des femmes sous la tradition était une condition qui était soit expliquée par le divin, elles avaient des droits, mais elles avaient également des devoirs. Et comme les responsabilités n'étaient pas toujours les mêmes, eh bien, à certains moments, c'était l'homme qui avait plus de droits et plus de devoirs. Et à certains moments, la femme avait moins de droits et moins de devoirs. Tout cela était un jeu d'équilibre très subtil et chacun avait sa place. La modernité vient s'opposer en faux par rapport à ça et vient avec la première vague de féminisme qui consistait à dire non, nous les femmes, on veut aussi revendiquer nos droits de femmes, nos droits à accoucher, à s'occuper de nos enfants pour moins travailler, etc. Donc ça, c'était une première rupture. Puis on a vu encore une seconde rupture au sein de la modernité qui était le féminisme masculinisant, c'est-à-dire les femmes qui disent non. On ne veut plus être considéré pour nos caractéristiques féminines. Mais maintenant, on veut accéder aux mêmes droits que les hommes. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir accéder aux mêmes travaux que pour les hommes. On veut faire les mêmes sports que les hommes. On veut en réalité avoir la même biologie et la même condition que les hommes. Et il y a encore une dernière rupture dans la rupture avec ce féminisme, c'est le féminisme actuel qui est un féminisme woke complètement dégénéré qui dit toutes ces femmes dont vous voulez l'émancipation et avec qui vous avez opéré des ruptures de paradigme avec la tradition, qu'est-ce qui vous dit que ce sont des femmes? Peut-être qu'elles se voient comme étant des hommes, peut-être qu'elles se voient comme étant ni hommes ni femmes, fluide genre, etc. Et donc à partir de là, on comprend que la modernité va donc opérer des ruptures, de ruptures, de ruptures au sein même de son propre paradigme et par rapport même à ce qu'elle a mis en avant. Et je pense que vous l'aurez compris, je pourrais multiplier les exemples, mais je crois que c'est assez clair et ça suffit à mon propos. En réalité, la modernité va produire des concepts qui au départ sont des ruptures de la tradition, mais qui vont très vite être rompus eux-mêmes par la modernité. Et donc, à partir de là, elle reprend son essence de base qui est la rupture pour la rupture et l'adoration de ce qui est nouveau. À partir de là, une fois que tout aura été déconstruit, eh bien, on arrivera à l'achèvement. C'est ce que j'appelle la fin de la postmodernité. Mais avant cela, on comprend qu'en réalité, la postmodernité, c'est quoi? C'est simplement la phase autophagique de la modernité. Comme le dirait par exemple la Rachida Chachi, cette phase autophagique, c'est simplement la suite logique de la modernité. Et tous les grands penseurs, tous les grands intellectuels qui sont modernes et qui s'opposent à la postmodernité de manière virulente, en réalité, ce sont simplement les dupés de la modernité, c'est-à-dire que ce sont les cocus de l'histoire parce qu'ils n'ont pas vu ou ils ont fait semblant de ne pas voir que la postmodernité était déjà en germe dans la modernité et qu'il ne pouvait pas en être autrement en réalité. Et donc, pour terminer, une fois que la postmodernité aura touché son achèvement, sera arrivée à sa fin, elle aura absolument tout déconstruit et on arrivera à ce qu'on appelle un nihilisme au sens de Nietzsche, même si ce terme est ambivalent chez lui, mais ici je simplifie, c'est-à-dire que plus rien n'a de valeur, tout est absolument relatif, il n'y a plus du tout de spiritualité, tout a été déconstruit, on va arriver dans une espèce de nihilisme absolu et dans ce nihilisme va naître de nouveau une espèce de caractère archaïque de la tradition dans tout ce qu'il a de plus sauvage et barbare et primitif qui va réémerger. On le voit déjà avec les New Age qui enlacent des arbres, qui embrassent le sol, etc. C'est-à-dire une espèce de simulacre de religion archaïque. Et on va voir donc cette réémergence dans un caractère cyclique de la religiosité, de la spiritualité, de la tradition de manière générale, qu'il va falloir de nouveau reciviliser par un long processus de recivilisation. Et on va retomber dans un nouveau cycle de l'histoire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.